Corbière, alors nous sommes ensemble pour 10 minutes, à 5 000 € la dette par seconde. Vous avez fait le calcul. Vous avez pensé quoi de ce moment de vérité du Premier ministre? Intéressant ce chiffre qui est là pour faire peur. Vous savez, il y a les épouvantails pour faire peur aux moineaux et il y a des chiffres de Bérou pour faire peur aux Français. Si on prend ces 5 000 € par seconde soignant de la dette, je rappelle que les aides publiques données aux entreprises, sans contrepartie, c'est 6 692 € par seconde. Donc ça coûte plus cher encore. Vous voyez, les chiffres, on peut leur dire ce qu'on veut. C'était Baudrillard qui disait ceci de commun avec le langage des fleurs qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut dans un film, vous savez, le langage des chiffres. Non, c'est une stratégie de terreur, de faire peur. C'est intéressant de commencer par ce chiffre. Les Français ne travaillent pas assez, on est feignants, mettez-vous au boulot, tas de feignasses. On a trop dépensé, vous n'êtes pas au courant, monsieur Sinon, on dépense trop dans ce pays. Évidemment, en cachant le fait qu'il y a dans les richesses produites. Nous sommes un pays riche et travailleur, et à un moment particulier de notre histoire où la richesse produite en France est significative. Mais il y a un problème de répartition. En l'espace de 20-30 ans, 30 ans pour être précis, la fortune des plus riches a augmenté de 119%. D'accord ? C'est ça qui se passe. On a une situation d'accaparement, des richesses produites par une minorité. Et tout le débat, quand on est républicain, est de voir comment, non pas on spolie ces richesses produites à ces plus fortunés, mais comment on répartit pour vivre mieux. Et le budget de Bérou, c'est là où il y a une méthodologie qui est terrifiante et avec laquelle je suis en radical désaccord, vous l'avez compris, c'est que lui dit, on ne va pas toucher à ceux qui ont accumulé ces richesses, on va par contre faire payer monsieur, madame. Moi, ce qui me choque, parce que je pense à ma vieille maman, par exemple, qui est en soins actuellement, l'idée qu'en plus, on va toucher au déremboursement de médicaments, par exemple, qui est vraiment une mesure injuste, qu'on va s'en prendre notamment aux aides sociales pour les plus démunis, alors qu'on a 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Enfin, on pourrait continuer comme ça, qu'on va toucher à la fonction publique. Écoutez, moi, j'étais enseignant. Un poste sur 3 qui part à la retraite ne va pas être remplacé. C'est 400 millions de moins dans le budget de l'éducation nationale. Dernièrement, on s'inquiétait sur ces jeunes qui tombent dans la violence. C'est des moyens en moins pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour l'ESPIP. Enfin, je pourrais décliner sur beaucoup de sujets. Justement, vous résumez parfaitement ce qu'a présenté le Premier ministre. Mais pour autant, est-ce que le constat de départ sur les 44 milliards, au départ c'était 40-44 milliards, vous constatez comme lui qu'il faut faire quelque chose, sauf que c'est la méthode qui change. J'essaye, est-ce que je suis compris ou pas, de dire que ces 44 milliards viennent du fait qu'il y a eu moins de recettes. Et c'était ça la politique. C'est ça le débat qui a eu lieu déjà avec Michel Barnier. C'est le débat. Mais c'est le débat il y a maîtrise des dépenses d'un côté et nécessité de faire des recettes de l'autre. Ils ont considéré qu'il y avait un problème, en particulier en 2017. C'est une politique qui existe depuis des années, mais qui s'est vraiment accélérée avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. On supprimait l'ISF. 211 milliards. Là, je prends le rapport Fabien Gay fait au Sénat. Sur les aides publiques. C'est incroyable. Pour certaines non on n'a jamais vu ça. Oui. Je rappelle qu'en 79-80, c'était pas le communisme en France, c'était seulement 3% du PIB d'aide publique accordée aux entreprises. On est passé à 7% du PIB. 211 milliards chaque année. Sans contrepartie, c'est-à-dire sans contrepartie sociale, sans contrepartie. Pas sur les 211 milliards, mais sur certaines, pas de contrepartie. Non, c'est ce que dit le rapport de M. Gay. Non, ce que dit le rapport Gay, c'est qu'il y en a certaines qui peuvent être justifiées. Voilà. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse aider notre tissu de moyenne entreprise. Vous pensez que là, il y a du grain à moudre? Mais quand vous avez des grands groupes, quand vous avez 98 milliards de dividendes qui sont donnés aux actionnaires dans des groupes qu'on aide publiquement, moi, j'ai pas envie que vos impôts, mes impôts et les impôts des gens modestes servent en quelque sorte, ou qu'on va réduire nos recettes pour enrichir des gens qui sont des actionnaires et des grands groupes. C'est absurde. Donc, c'est un budget, on aura compris, je ne suis pas le premier à le dire, radical désaccord. Ce budget n'aura pas lieu. Alors, il y a des leurres, on ne va pas développer, les 2 jours fériés, la 5e semaine de congés payés pour amuser un peu la galerie. Je pense que tout ça est fait pour... Quand vous dites c'est un leurre, vous voulez dire qu'il peut lâcher là-dessus et que c'est un moyen de dire j'ai négocié? C'est absurde, oui, ça rapporte rien, mais je vois bien que ça fait un grand sujet pour ne pas voir que le fond du problème, c'est moins 40 milliards, c'est la récession qui est devant nous. Aujourd'hui, on a 0,5% de croissance. Tous les économistes sérieux disent que quand vous réduisez notamment les dépenses publiques, vous risquez d'avoir une chute de 1% de croissance. Là, ça veut dire qu'on rentrerait dans une période très difficile pour le pays. Bref, ils ont échoué. Et là, je pense que ce budget, évidemment, il ne passera pas. Moi, je voterai contre. Nous censurons ce gouvernement. Il est temps de préparer l'après. Il n'y a rien dans ce qu'il a proposé qui peut ressembler à une solution sur une partie du déficit à combler. L'année blanche, j'imagine que pour vous, c'est une année noire pour les salariés. Mais c'est scandaleux. Je veux dire, il y a déjà le gel du point d'indice pour les fonctionnaires. Je crois que c'est 25% de pouvoir d'achat qui ont été perdus sur ces 20 dernières années. Une année blanche, c'est des baisses de salaire. Ça veut dire ça, que les gens comprennent que cela veut dire ça. Quand je dis année blanche par rapport, quand M. Bayrou dit année blanche par rapport à l'inflation, ça veut dire que les salaires vont baisser. Ce qu'il annonce, c'est une baisse des salaires, notamment pour plus de 3 millions de gens. Même si l'inflation prévue pour 2026 serait plus faible.
Non, Est-ce mais, que ça... non, mais qu'elle soit plus En faible... gros, il dit c'est le moment. Oui, mais, non, mais je répète que c'est vraiment choquant et on aura compris mon désaccord, d'autant plus de la part d'un Premier ministre qui n'a aucune légitimité électorale. C'est quand même ça qu'il y a de fou. Rappelons-nous, hein, on perd un peu la mémoire tellement les événements vont vite. Il y a moins d'un an, ces gens ont été battus aux élections. Donc c'est des gens illégitimes, qui n'ont aucune majorité à l'Assemblée nationale, aucune majorité dans le pays, et qui viennent avec un énorme gourdin devant les Français en disant « je vais vous frapper ». Et peut-être que je vais vous couper le bras pour qu'on puisse discuter qu'à la fin, vous disiez « ah, vous m'avez coupé que l'avant-bras, je vais m'en contenter ». Eh bien, je dis non. Nous pouvons vivre mieux tous ensemble dans ce pays. C'est-à-dire créer les conditions que ce pays continue à produire. C'est un pays imaginatif, c'est un pays inventif, on a un salariat qui est formé. Maintenant, il faut mieux organiser la répartition des richesses. Ça n'est pas possible. Donc vous trouvez, par exemple, qu'on ne fait pas assez appel aux riches, ultra-riches, voire plus? On va prendre la taxe Zuckman, qu'on me comprenne, hein, ce n'est pas les petites gens qui ont en bas de laine, gentiment. Les ultra-riches, la taxe Zuckman, Gabriel Zuckman, économiste, nous dit... 2% sur le patrimoine voilà, de ceux qui gagnent plus de de 100 000... Des 1600 personnes. Oui, 1800, d'après Zuckman. 1008, allez. D'après M. Zuckman. Voilà, bon, vraiment, on parle des ultra-riches. 2%, non pas pour les punir, mais pour qu'ils payent autant d'impôts que vous et moi, et les Français qui nous regardent. Eh bien ça pourrait rapporter 20 milliards. Intéressant. Pourquoi cette piste n'est pas abordée? Pourquoi M. Bayrou? Ce qui m'insupporte, c'est quand il dit « je suis courageux », alors que c'est un lâche économiquement, politiquement. M. Lombard a parlé d'un projet d'une nouvelle contribution qui compléterait la contribution exceptionnelle, qui du coup ne serait plus exceptionnelle. Chanson mais que ça tout fera pas 20 milliards il a pour vous, c'est parlé, ça? on ne sait pas. Par contre, on fait un grand numéro, évidemment, de terreur pour dire, une fois de plus, cette musique, comme quoi dans ce pays, on ne travaille pas assez, on est feignant, etc. On dit des sottises au demeurant, qu'on aurait le pays recordman de jours fériés, ce qui n'est pas vrai, qu'on travaillerait moins que les Allemands, vous venez de le débunker, et heureusement, merci. Bon, et après, on dit, on va peut-être réfléchir à une taxe pour les plus fortunés. Bon, ça fait un moment que je l'entends. Donc, c'est une autre politique qui doit être menée. Moi, je suis un homme de gauche. C'est à nous maintenant de préparer la suite. Nous devons préparer la possibilité, et en convaincant les Français, que nous arrivions en responsabilité pour une autre politique, pour qu'enfin, les plus défavorisés, les gens modestes, les classes moyennes, ceux qui travaillent, profitent de leur travail, soient mieux payés, et que cesse le moment de gavage, pardon de l'expression triviale, d'une minorité qui ne mérite pas d'être à ce point dans une accumulation de richesses et refusant chaque fois tout simplement des mesures républicaines. L'impôt qui permet, une fois de plus, que les écoles puissent travailler. Moi, ça m'a choqué. Ce qu'il propose concrètement, c'est plusieurs milliers de postes d'enseignants qui vont être dépourvus, alors que si on voulait avoir le même taux d'encadrement... pour les départs en retraite. Le même taux d'encadrement enseignant que 2017, c'est il n'y a pas longtemps, dans les écoles, c'est 10 000 créations de postes qu'il faudrait. Là, sans aucun doute, ça aura pour conséquence les suppressions de milliers de non-remplacements. Mais concrètement, ça veut dire qu'il y a moins de professeurs. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. La scolarité d'un gamin de Seine-Saint-Denis, en raison des absences non pourvues, c'est 1 an et demi de scolarité qu'il perd. Nos mômes de Seine-Saint-Denis, issus des milieux populaires qui travaillent dur, ont le droit d'avoir des professeurs remplacés quand les collègues sont absents. Voilà, et ça suffit, et c'est l'inverse que nous propose M. Bayrou. Alors, bien évidemment, il y aura peut-être un débat budgétaire en octobre. Pourquoi je dis peut-être? Parce qu'on ne va parler que de la censure. Bon, on a compris que vous ne voterez pas ce budget. Si M. Bayrou était censuré comme l'a été M. Barnier, qu'est-ce qui se passe après? Vous demandez un nouveau Premier ministre? M. Siminot, il y aura censure, puisqu'il le faut, mais aussi parce que ces gens sont des utilisateurs réguliers du 49.3. Les brutaux, c'est eux. Je veux dire qu'il n'y ait pas de... Ils voudront imposer un budget dont ils savent qu'il ne peut pas passer si ce n'est pas 49.3. Cette mesure antidémocratique qui amène, il faut qu'on passe en nouvelle république. Oui, même s'il existe le 49.2 qui est une censure spontanée. Donc j'entends ce que vous dites. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura censure, évidemment, parce qu'ils sont minoritaires. Voilà, il n'a pas de majorité. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Un nouveau ou une nouvelle première ministre? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est pour mener la même politique, ça ne sert à rien. Donc vous appelez une présidentielle anticipée? De nouvelles élections. Si c'est la présidentielle anticipée, le problème, c'est que c'est le monarque tout seul qui va décider. Mais si Macron s'en va, ça me va. Sinon, une dissolution, ça vous suffirait, Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on va sans doute devoir, à quel moment, j'en sais rien, je ne suis pas devin, d'autant que ça dépend pas de moi. Il faudra retourner, moi je suis un démocrate, devant les urnes. À partir de là, je suis un homme de gauche. Qu'est-ce que je dis? La stratégie, c'est l'union. Sans aucun doute que M. Macron dissoudra encore plus facilement si nous sommes divisés. C'est-à-dire si le nouveau Front populaire que nous avons créé il y a 1 an et qui nous a permis de bloquer l'extrême droite et d'arriver en tête n'existe plus. Mais c'est la dissolution qui l'a permis, d'une certaine manière. Alors, si on met les choses dans l'ordre. Peut-être que la dissolution permettra à nouveau l'unité. Alléluia, j'ai envie de dire, toutes les paroles que j'entends de sectarisme, on n'en plus avec toi de plusieurs côtés, doivent cesser. Moi, je suis au travail. C'est-à-dire, depuis le 2 juillet, autour de Lucie Castet, à Bagneux, on a réuni un début des forces. Pour un candidat ou une candidate commune pour un pour la processus présidentielle. qui fait que nous puissions arriver à l'élection présidentielle. Une primaire, a priori.
un processus commun de désignation. Si c'est une primaire, pourquoi pas, mais ça peut être aussi... On avait réussi à trouver Lucie Castet sans primaire la dernière fois. Pourquoi je dis ça? Pas par... j'ai même été contre par le passé de tous... Oui, j'allais vous le rappeler, mais oui. Merci de le faire. Non, mais parce que, je veux dire, c'était un autre moment. Là, ça fait 2 fois que l'extrême droite est au pouvoir. Et nous avons réussi surtout, depuis que j'étais contre, par 2 fois, en 2022 et 2024, d'aller sur un programme commun, celui du NFP, aux élections. Toutes les conditions aujourd'hui montrent que l'extrême droite reste encore en progression. Donc si nous avions un candidat commun, nous pourrions créer les conditions de nous assurer d'être au second tour. Deuxièmement, être sur une stratégie aussi qui permet non pas seulement d'avoir le bonheur d'être au second tour, ce qui est déjà pas mal, mais de l'emporter au second tour. Ça veut dire aussi que nous devons populariser notre programme. Avec mes amis Lucie Castet, mais aussi les écologistes. Sans les insoumis, je le rappelle. Je souhaite qu'ils viennent. Ouais. Si les copains m'écoutent, venez, parce que vous ne gagnerez pas tout seul. Ça, c'est pas vrai. Peut-être que vous serez en tête. J'utilise souvent cette expression. Si le débat, c'est de savoir qui aura la plus belle tombe du cimetière électoral de la gauche, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, comment on gagne tous ensemble? Et nos amis insoumis doivent nous apporter toute leur combativité, etc. Mais ils doivent comprendre aussi que tout seuls, ils ne gagneront pas. Tout comme les sectaires au sein du Parti socialiste, l'aile droite qui ne veut pas entendre parler d'unité, se trompent et sont irresponsables. Bref, on se rassemble. On a fait 9 millions de voix aux législatives. C'était déjà mieux que Mélenchon à la présidentielle, qui avait fait 7. Mais il faut faire 15-16 millions de voix si on veut gagner. Voilà le travail qu'on fait. Vous voyez, je vous laisse après pour une réunion. Il y aura des conventions à la rentrée, aux thématiques, notre programme. Et vous avez cité les forces qui ne sont pas encore là. Venez, les amis, rassemblons-nous, unité contre ce gouvernement. Et on verra s'ils ont écouté votre message. Merci d'être venu, Alexis Corbière.